Elle pouvait manipuler le vent à sa guise, mais elle ne pouvait pas contraindre l'humain à se soumettre. L'ambiance dans la salle de guerre empestait le désespoir et le café brûlé. Jérémie regardait la projection holographique représentant les défenses de la Terre en déclin, une poignée de points bleus contrastant avec l'immense essaim rouge de la flotte Arrée. 3 mois d'attaques incessantes avaient réduit en ruine les plus belles villes de l'humanité et mis au rebut ses armes les plus modernes, y compris la 7e flotte. La dernière force armée organisée sur Terre a été anéantie il y a à peine quelques heures, et il cherche maintenant une reddition formelle. Le général a remarqué que son visage âgé était illuminé par l'éclat vif de l'écran. Il désire un représentant humain pour régler les termes, impliquant qu'il cherche quelqu'un pour se soumettre publiquement. Jérémie répondit, sa voix reflétant le timbre dur d'un homme privé de sommeil depuis plusieurs jours. Et acquiesça d'un hochement de tête sombre. Le commandement interarmé vous a choisi, votre expérience tant militaire que diplomatique fait de vous notre candidat le plus viable. Aucune alternative ne reste. Jérémie passa sa main dans ses cheveux noirs, encore enchevêtrés de poussière à cause du bombardement de ce matin. Nous avons perdu, assurons-nous de perdre avec dignité. Et posa une main sur l'épaule de Jérémie, un geste qui exprimait à la fois du paternalisme et une certaine finalité. Votre navette part dans 30 minutes. La clé de cryptage pour nos codes de défense restants est intégrée dans ceci. Il tendit à Jérémie un petit disque métallique. Utilisez-le comme votre ultime atout de négociation si nécessaire. Le voyage vers le vaisseau amiral Arrée a duré moins d'1 heure, pendant laquelle Jérémie a passé en revue les maigres renseignements disponibles sur les envahisseurs extraterrestres, une espèce qui avait émergé de manière inattendue à la périphérie du système solaire. Il y a 3 mois, ils semblaient humanoïdes mais clairement extraterrestres, équipés d'une technologie avancée leur permettant de manipuler les conditions météorologiques avec une précision terrible. Leurs assauts de vent pouvaient arracher la peau des guerriers humains sans compromettre l'infrastructure qu'ils visaient à s'emparer. La navette entra en contact avec le colossal vaisseau extraterrestre de manière presque douce. Jérémie ajusta ses vêtements formels, les seuls habits diplomatiques restants sur Terre, qui avaient été réparés à la hâte pour cette mission. Les portes métalliques s'ouvrirent avec un sifflement pneumatique. Le premier aperçu de Jérémie de la commandante Arrée l'impacta profondément. Elle se tenait majestueuse et imposante, avec au moins 2 mètres de présence prédatrice. Les cornes courbées de graisse jaillissaient de ses tempes, s'étendant vers l'arrière en pointe polie. D'énormes ailes noires et orange vif s'étendaient derrière elle, tremblant parfois de légers mouvements. Son teint était pâle avec une qualité opalescente, son visage était anguleux, caractérisé par des pommettes hautes et des oreilles pointues. Cependant, ce furent ses yeux qui le captivèrent le plus profondément. Des yeux verticaux aux iris d'or fondu l'observaient avec le calcul glacial d'un prédateur alpha. Le diplomate humain arrive, déclara-t-elle, sa voix empreinte d'une résonance d'un autre monde. Je suis la commandante Enya du Dominion Arrée. 2 gardes la flanquaient, leurs ailes minuscules, mais leurs armes bien en vue. Derrière eux se tenait un alien plus âgé avec des ailes striées d'argent et un bâton orné, manifestement un conseiller. Jérémie s'avança, maintenant consciemment une posture droite et un regard fixe. Jérémie King, représentant du gouvernement de la Terre unie. Un courant d'air subtil caressa son visage doux mais délibéré. La commandante utilisait ses capacités, probablement pour évaluer sa réaction, comme c'était la coutume. Les représentants s'inclinaient avant de s'approcher de moi, remarqua-t-elle, ses lèvres se tordant en ce qui aurait pu être de l'amusement ou du mépris envers les égaux diplomatiques de la Terre. Convoqué sur un terrain d'égalité, Jérémie maintenait un ton stable malgré le tumulte de son cœur. L'atmosphère qui l'entourait se resserra brusquement, une force invisible lui comprimant la poitrine. Il luttait pour respirer mais maintenait résolument son regard et s'abstint de plier les genoux. Tu ne possèdes aucun levier, humain. Enya remarqua, réduisant l'écart entre eux avec une grâce prédatrice, votre royaume est vaincu, vos forces anéanties, pourquoi maintenir cette façade d'égalité?
Jérémie luttait contre la pression, ses poumons en feu, alors que la conclusion de ce conflit dictait le commencement de la paix. Une lueur de surprise apparut dans les yeux de l'extraterrestre. Soudain, la pression se dissipa, et Jérémie étouffa un soupir alors que l'air revenait dans ses poumons. Le conseiller principal avança. Chuchotant au commandant, ses ailes se déployèrent, les plumes oranges scintillant comme des flammes. Velmar a proposé de vous escorter jusqu'à vos quartiers pour vous reposer de votre voyage. Asenia observa Jérémie avec un intérêt renouvelé, déclarant que les négociations formelles de reddition commenceraient demain, à moins que vous n'ayez besoin de soins médicaux urgents. Je vais bien. Jérémie répondit, luttant pour maintenir une respiration régulière, j'ai été envoyé pour négocier des termes, pas pour capituler. Un léger bruit ressemblant à un rire émanait des gardes. Le visage du commandant resta inchangé, mais l'atmosphère qui l'entourait semblait pulser de tension. Vos distinctions sémantiques sont insignifiantes, déclara-t-elle, mais votre esprit est reconnu. Elle pivota avec grâce. Graisse, les ailes repliées derrière le dos, me suis. Jérémie quincade la chambre que nous avons créée devrait suffire aux besoins humains, tandis que Jérémie observait ses mouvements en naviguant dans les couloirs arqués du vaisseau extraterrestre. L'élégance périlleuse de chaque pas, l'autorité discrète qu'elle émanait sans effort, la Terre avait été vaincue, c'était indiscutable. Son objectif actuel était de préserver toute dignité et sécurité qu'il pouvait pour l'humanité. Le commandant s'arrêta à une intersection, le regardant brièvement avec une pointe de curiosité qui adoucit son comportement autrement prédateur. Votre résistance à mes capacités était imprévue, la plupart des espèces ne peuvent pas maintenir leur calme sous une telle pression. Les humains sont remarquablement adaptables. Jérémie a déclaré que c'est notre plus grande force et votre faiblesse la plus périlleuse, elle a répondu que cela vous donne de l'optimisme quand vous devriez embrasser l'inévitabilité. Jérémie soutint le regard sans fléchir, ce que vous percevez comme une faiblesse pourrait, en fait, être notre atout le plus précieux. L'atmosphère entre eux semblait s'électriser avec une tension imprévue, surpassant les capacités fondamentales du commandant. Alors que les ailes de Renia se déployaient légèrement, les plumes oranges intensifièrent leur teinte. Nous verrons, diplomate humain, remarqua-t-elle doucement. Nous verrons quelle force vous possédez lorsque nous nous réunirons demain. Pleurer sur un vaisseau de guerre extraterrestre était une sensation déconcertante. Jérémie se réveilla sous une lumière artificielle simulant l'aube, illuminant un hublot qui montrait la Terre, à la fois belle et fracturée, au loin. Il avait dormi dans son uniforme, réticent à revêtir la tenue extraterrestre fournie. Une douce mélodie annonça un visiteur, et la porte s'ouvrit pour révéler Velmar, le conseiller aux ailes argentées de Renia, son expression impassible. Le commandant vous attend dans la salle de négociation. Sa voix, résonnante mais plus douce que celle de Ya, transmit, j'espère que vous avez bien dormi, autant que possible quand votre monde est en jeu. Jérémie répondit en ajustant sa veste, son regard fixé sur Amber, qu'il examinait avec une intensité déconcertante. Vous ne répondez pas à nos attentes. Décevant mais intrigant, Velmar a soutenu que la plupart des espèces conquises envoient leurs représentants les plus obéissants. Vous semblez être délibérément obstiné. Jérémie a rencontré le regard extraterrestre que la Terre a enduré pendant cette durée en ne cédant pas facilement, certainement, une apparence d'approbation est brièvement apparue sur le visage du conseiller. De cette manière la salle de négociation était une vaste zone caractérisée par une table courbée en matériaux noirs polis. Enya se tenait à une extrémité, ses ailes partiellement déployées, mettant en valeur leur envergure remarquable, avec des plumes oranges rayonnant contre le fond sombre. 3 autres fonctionnaires Ati l'accompagnaient, dont l'un, avec un regard hostile, était clairement un adversaire. Le commandant Korvax expliquait la raison d'être de l'extraction des ressources terrestres, à quoi Enya répondit par un salut, suggérant que vous pourriez proposer une alternative persuasive. Jérémie s'approcha de la table avec une lenteur prudente.
La Terre a plus à offrir au dominion Aoi intact que l'audacieuse affirmation d'une espèce vaincue, comme l'a remarqué Korvac avec dérision. Les humains avec des ailes ne possèdent rien de valeur pour nous, sauf la composition atmosphérique de votre planète. Nous possédons une expertise culturelle et scientifique que votre communauté pourrait trouver bénéfique. Jérémie a affirmé que nous avions enduré des défis que votre espèce n'a jamais rencontrés. Les yeux d'Aya se plissèrent, reflétant des préoccupations concernant la pénurie de ressources, l'adaptation environnementale et la nécessité de transcender nos impulsions agressives inhérentes. Jérémie s'approcha de la table, déclarant que nous avons commis des erreurs que votre civilisation n'a pas encore affrontées. Korvac répondit avec dérision, suggérant que nous devrions apprendre de vous, malgré nos capacités supérieures qui ont démantelé vos défenses. Jérémie l'ignora, se concentrant sur Enya, comme un conquérant sagace protège ce qui est précieux chez les vaincus. L'air dans la pièce se comprima brusquement, tourbillonnant autour de Jérémie comme des bandes invisibles, il reconnut le pouvoir d'Aya à l'œuvre, plus puissant que la veille, le soulevant légèrement du sol. Vous vous permettez de nous faire la leçon sur la sagesse tout en étant suspendu sans défense, remarqua-t-elle, serrant le poing alors que la pression s'intensifiait. Les poumons de Jérémie brûlaient, mais il soutenait le contact visuel. Si je ne faisais pas de sens, vous n'auriez pas besoin de me faire taire. Les yeux d'Enya s'écarquillèrent légèrement alors que la pression se dissipait, permettant à Jérémie de retrouver son aplomb. Perspective intéressante, remarqua-t-elle doucement. Très bien, présentez vos conditions. Pendant l'heure suivante, Jérémie a délimité des conditions qui permettraient à l'humanité de conserver son autonomie sous la surveillance des Arathi, proposant la Terre comme un protectorat plutôt qu'un monde soumis. Tout au long de sa présentation, Korvac a interrompu avec des remarques sarcastiques tandis qu'Enya observait en silence mesuré. Votre espèce a détruit la moitié de vos villes en nous combattant, remarqua-t-elle. Korvac finit par intervenir, se demandant pourquoi nous devrions vous accorder la moindre liberté, affirmant que la confiance favorise la loyauté tandis que la peur n'incite qu'à la rébellion. Jérémie répondit, mais Enya leva brusquement la main, faisant taire la pièce. Je souhaite parler avec l'humain seul. Les autres arrêts semblaient étonnés, mais aucun n'osa la contredire, pas même Korvax, qui, malgré son mécontentement évident, s'inclina et sortit. Seule Velma resta, échangeant un regard significatif avec Enya avant de partir. Une fois les portes de la chambre fermées, Enya fit le tour de la table, ses mouvements fluides et prédateurs. Votre proposition suppose que nous priorisons la survie de votre espèce, sinon, je ne serai pas présente. Jérémie a remarqué que vous auriez simplement bombardé la Terre jusqu'à ce qu'elle soit complètement désolée. Elle avança jusqu'à ce qu'ils soient à peine à portée de bras l'un de l'autre. À cette proximité, Jérémie discernait des éclats de cuivre dans ses yeux dorés et percevait le léger déplacement d'air de ses ailes, des mouvements subtils. Peut-être que je prends simplement plaisir à observer ta lutte, proposa-t-elle, sa voix plus douce qu'auparavant. Je ne crois pas que ce soit tout, sa main s'éleva brusquement vers son visage, frôlant presque sa peau, tandis qu'un doux courant d'air effleurait sa joue intime mais étranger. Ta défiance devrait m'infurier, murmura-t-elle, pourtant je la trouve stimulante. Une chaleur envahit le corps de Jérémie à la révélation inattendue. La commandante Enya rectifia, quand nous sommes seuls, vous pouvez utiliser mon nom. Leurs regards se croisèrent, et l'ambiance entre eux passa d'une tension diplomatique à quelque chose de nettement plus périlleux. Jérémie prit brusquement conscience de son parfum, rappelant l'ozone et les épices exotiques. Demain, déclara-t-elle en se retirant brusquement, nous reprendrons ces négociations. Contemplez méticuleusement les concessions que vous êtes prêt à offrir. Jérémie peut se le permettre. Je peux faire preuve de générosité envers les personnes qui me satisfont et montrer de la cruauté envers celles qui ne le font pas, alors qu'elle se retournait pour s'éloigner d'elle. Elle entra en contact avec lui d'une manière qui semblait trop intentionnelle pour être fortuite.
Jérémie traversa les zones autorisées du vaisseau amiral Aoi, mémorisant son agencement tout en prétendant s'étirer les jambes. 2 jours de négociations avaient abouti à des progrès négligeables, Korvac bloquant chaque compromis logique. Cependant, Rhina semblait de plus en plus réceptive aux arguments de Jérémie, aux grandes dames de son rival. Alors qu'il tournait un coin, il entendit des murmures chuchotés qui piquèrent son intérêt. 2 officiers subalternes se tenaient dans une alcôve en train de converser dans leur langue maternelle. Jérémie se pressa contre le mur, s'efforçant de comprendre leur discours rapide grâce à l'implant de traduction qu'il avait reçu. Sans précédent, cela lui permettait une telle liberté. Un officier a remarqué, la prophétie parle de celui qui ne plie pas. L'autre répondit, l'ancien Tani consulte les textes anciens depuis lors. L'entrée des humains ne peut en aucun cas être associée à l'impératrice des vents. Le commandant Korvac a sans aucun doute des appréhensions, sinon, qu'est-ce qui le pousserait? Ils se turent alors que des pas se rapprochaient. Jérémie s'éloigna rapidement, son esprit en proie à des questions concernant la prophétie qu'ils avaient mentionnée en écoutant un diplomate. La voix de Ria émanait de derrière lui. Jérémie se retourna pour découvrir qu'elle se tenait plus près que prévu, ses ailes partiellement déployées d'une manière qui semblait moins menaçante qu'auparavant. En l'examinant, il remarqua, « Votre vaisseau est extraordinaire. » Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Seriez-vous intéressé par une visite plus formelle ?» La proposition la prit par surprise. Pendant l'heure suivante, Enya lui fit visiter des parties du vaisseau que nul humain n'avait encore rencontrées. Elle expliqua leur système de recyclage atmosphérique, les stabilisateurs de gravité, et les chambres agricoles distinctives où les plantes prospéraient dans des courants d'air tourbillonnants au lieu de la terre. Votre technologie est exquise. Jérémie avoua alors qu'ils étaient positionnés dans une zone d'observation. Les étoiles en dôme traversaient le ciel tandis qu'elle expliquait notre évolution sur une planète assaillie par des tempêtes perpétuelles, où maîtriser l'air était essentiel à la survie avant de devenir la pierre angulaire de notre pouvoir. Un tremblement soudain parcourut le vaisseau, les alarmes retentirent un instant avant de se taire, une fluctuation du moteur, précisa Enya, bien que ses ailes se soient tendues. De tels incidents étaient sporadiques. Les lumières s'éteignirent, les enveloppant dans l'obscurité, interrompus seulement par les indicateurs d'urgence. La gravité artificielle fluctua, les propulsant vers le haut. Jérémie tendit immédiatement la main, localisant le bras d'Aya dans la lumière tamisée, ses yeux irradiaient de la bioluminescence. « Ne t'inquiète pas, dit-elle, sa main libre générant un courant d'air tourbillonnant. » Les systèmes se stabilisèrent, et une réinitialisation était imminente. Ils restaient suspendus dans l'obscurité, leurs corps dérivant l'un vers l'autre. Jérémie prit conscience de sa chaleur, le mouvement doux de ses ailes générant des courants d'air contre sa peau. « Votre espèce craint le vide, remarqua-t-elle, scrutant son visage. Pourtant, vous avez construit des vaisseaux pour le traverser. Les humains poursuivent souvent ce qui les effraie le plus. » Il répondit, et sa main se déplaça vers sa poitrine, ostensiblement pour le stabiliser. « Qu'est-ce qui te terrifie ?» Jérémie contemplait le sujet qui flottait entre eux, attendant une réponse chargée de sous-entendus. Alors que les lumières réapparaissaient et que la gravité rétablissait son influence, ils s'enfoncèrent progressivement dans son courant d'air régulé. Arrivant presque silencieusement, positionnés de manière inconfortable pour le décorum diplomatique. Jérémie examina ces traits étrangers et vit une vulnérabilité inattendue sous l'assurance prédatrice. « Commandant » cria une voix anxieuse depuis l'embrasure de la porte. Velmar se tenait là, son attitude sombre. « Votre présence est requise sur le pont immédiatement. » Le comportement professionnel d'Aya fut immédiatement rétabli lorsqu'elle partit, nous reprendrons notre conversation demain. Belmar s'attarda brièvement, ses yeux anciens scrutant Jérémie avec une intensité troublante.
Le conseiller remarqua discrètement qu'elle n'avait jamais révélé nos vaisseaux aux étrangers, suggérant qu'il fallait méditer sur les implications de cela, longtemps après que Jérémie soit allé à ces quartiers. Les remarques d'Elmar et le dialogue surpris sur les prophéties l'empêchèrent de dormir, alors qu'il réfléchissait à la véritable nature du jeu en cours et au rôle qui lui était assigné à son insu. Votre société est entièrement organisée autour de l'affinité élémentaire. Jérémie a demandé en examinant l'affichage holographique, tandis que Renia déclenchait la manipulation de l'air, qu'elle décrivait comme leurs caractéristiques définissantes, ses doigts tissant des motifs complexes qui faisaient bouger l'hologramme. Plus l'affinité d'un individu pour les vents est grande, plus son rang potentiel est élevé. Je possède la capacité de générer et de diriger des ouragans capables de ravager des continents. 4 jours après le début des négociations, ils ont établi une routine imprévue de se réunir en privé chaque soir, apparemment pour délibérer sur les disparités culturelles qui pourraient influencer leur traité. Ceux qui manquent de ces capacités remplissent d'autres rôles. Elle exprima son malaise, ses ailes se déplaçant d'une manière que Jérémie identifia maintenant comme de l'inconfort. Tout le monde n'a pas la capacité de naviguer dans les courants. Jérémie scruta son visage, notant son mécontentement alors que ses yeux dorés scintillaient. C'est notre manière, bien que ce ne soit pas celle que vous approuvez entièrement, affirma-t-il, alors que la pression de l'air changeait imperceptiblement, révélant sa réponse instinctive à la confrontation. Mon opinion est sans importance, je sers le Dominion comme je sers la terre, rétorqua Jérémie, mais cela ne signifie pas que je sois d'accord avec chaque décision prise par mes dirigeants. L'attitude d'Aya s'adoucit. Veuillez décrire la défense ultime de votre univers. Vous étiez présent, n'est-ce pas? L'enquête a exploré des blessures qui restent vives. Le commandement de la côte croyait que nos contre-mesures atmosphériques seraient efficaces contre vos assauts de vent, elles ont presque réussi, dit-elle. Votre blindage adaptatif a entraîné la perte de 3 vaisseaux de guerre, dommages insuffisants. Jérémie exprima son ressentiment. J'ai observé Atlanta disparaître dans une tempête alors que sa main entra brusquement en contact avec ses doigts froids sur sa chair. La guerre nécessite des pertes, bien que votre résilience ait été remarquable. Une transformation s'est produite entre eux à cet instant, signifiant un respect mutuel. Ce soir, déclara-t-elle en se penchant plus près, il n'y aura ni politique, ni négociation. L'atmosphère qui les entourait devenait de plus en plus chaude, imprégnée d'intention. Ses ailes se déployèrent, une manifestation instinctive que Jérémie avait appris à associer à l'excitation. Et alors, demanda-t-il, sa voix rauque, suggérant un échange culturel de nature plus intime. Ses lèvres rencontrèrent les siennes étranges mais étonnamment douces. Jérémie hésita brièvement avant de répondre, ses mains glissant vers sa taille alors que le baiser s'intensifiait, ses ailes les enveloppant dans un cocon de plumes orange et noires. Ses pouvoirs élémentaires émergèrent inconsciemment, l'air tourbillonnant les soulevant légèrement et intensifiant chaque sensation. Leurs uniformes, son armure cérémonielle et la sienne furent abandonnés sous des mains avides, reposant plus tard contre des coussins disposés à la hâte sur le sol. Alors qu'Enya somnolait à ses côtés, Jérémie remarqua une tablette de données qui était tombée de sa tenue abandonnée et l'atteignit prudemment. L'écran s'illumina avec des écrits en langue arati, tandis que son implant traduisait des morceaux. Portée par le vent, la prophétie de l'impératrice nécessite un individu qui ne se soumettra pas. L'union de la défiance et de la domination, ancrée dans la compréhension, l'a submergée comme une vague. Les négociations, les réunions privées et peut-être leur rencontre intime pouvaient tous être des éléments d'une stratégie délibérée pour accomplir une ancienne prophétie. Alors que Renia se remuait à côté de lui, ses yeux dorés s'ouvrirent pour le découvrir tenant la tablette. Ses yeux se durcirent de trahison. « C'est de ça qu'il s'agit, cria-t-il, révélant l'écran, une prophétie qui te demande de séduire un humain qui refuse de s'agenouiller devant toi. » Ses ailes scintillèrent d'émotion. Ce n'est pas si simple. Il a élucidé sa position, puis il s'est éloigné d'elle, car je me perçois simplement comme un pion dans votre ascension politique.
L'expression sur son visage, une véritable amalgamation de chagrin et de fierté, lui indiquait qu'il avait approché la vérité plus près qu'elle ne voulait l'admettre, la prophétie est réelle. Renya répliqua ses ailes, les rapprochant de son corps d'une manière protectrice que Jérémie n'avait jamais vue auparavant, mais cela ne minimise pas les événements qui se sont déroulés entre nous, n'est-ce pas? Jérémie resta debout. Ramassant sa tenue en désordre, on exige un individu qui résiste à la capitulation pour réaliser une prophétie archaïque. Je remplis les critères, elle, Rose, se déplaçait avec grâce, indifférente et heureuse de sa nudité. Croyez-vous que j'ai orchestré notre attraction, que je peux feindre le désir? Je crois que tu as suffisamment d'ambition pour exploiter les autres à ton avantage. Ses yeux brillaient de manière menaçante. Vous ignorez mes circonstances, alors, éclairez-moi. Alors que Renya faisait les 100 pas, ses ailes généraient des courants subtils qui dérangeaient les papiers éparpillés dans la pièce. La prophétie fait référence à l'impératrice des vents, une dirigeante destinée à unifier toutes les factions arrêtées par une alliance avec celui qui résiste au courant tout en restant intacte. Elle s'arrêta, le confrontant directement. Si la prophétie se réalisait, je détiendrais le pouvoir de mettre fin à cette guerre complètement ou de l'escalader à travers d'autres mondes. Jérémie répondit, mais sa voix était douce. Aide le nez du vent est prédit pour établir une paix durable, il est à noter que le chemin vers cette paix nécessite votre avancement. Il remarqua avec amertume la porte sonna avant qu'elle ne puisse répondre, et la voix de Vmark émana du système de communication, commandant Korvac et le conseil. Les représentants sont arrivés et demandent une audience urgente. Le visage d'Aya se durcit immédiatement. Habille-toi rapidement, dit-elle, son propre armure se matérialisant autour d'elle avec une efficacité maîtrisée. Korvac ne doit pas te découvrir ici. Quelques instants plus tard, ils entrèrent dans la salle formelle où Korvac attendait avec 3 autres fonctionnaires arrêtés, leurs attitudes variant de la désapprobation à la haine manifeste. Le commandant Enya Korvac a initié ses ailes obscures, exprimant les appréhensions du Conseil concernant votre gestion des discussions humaines. Mes méthodes sont les miennes, répondit-elle froidement. Un ancien narwhal avança, déclarant, vos méthodes semblent de plus en plus compromises par des intérêts personnels, la prophétie obscurcit votre jugement. L'ancien Tani fut reconnu par Rhea avec une rigidité formelle. Je n'étais pas au courant que le gardien des prophéties s'occupait des affaires militaires lorsqu'elle se chevauche avec les écritures religieuses. Je dois, dit l'ancien, ses yeux pâles se tournant vers Jérémie. Cet humain ne peut pas être celui de la prophétie, il incarne une espèce vaincue. Jérémie vit la tension monter alors qu'il observait la main de Corax se diriger vers son arme. Il comprit que, quelle que soit la manœuvre politique en cours, Rhea était confrontée à un véritable danger, peut-être même provoqué par leur relation. Le commandant Enya a négocié avec intégrité, dit Jérémie, captant leur attention, toute proposition contraire dévalorise nos 2 espèces. Korvac a raillé la défense de l'humain, très poignant. L'humain, Jérémie, a rectifié la défense. Le processus diplomatique est compromis par votre interruption, un signal subtil de soutien a été transmis par les ailes légèrement étendues de Renya, que seul Jérémie reconnaissait de leurs moments intimes ensemble. Les négociations reprendront demain, déclara-t-elle. D'ici là, ce conseil n'a aucune autorité pour intervenir. L'impasse était chargée de tension. Jérémie observait les dynamiques politiques émergentes, car Rhenya était puissante mais susceptible aux menaces contre son autorité. Le groupe sortit à contre-cœur tandis que Rhea se tournait vers lui, son visage prudent. « Merci pour votre soutien, dit-elle. Ed déclara, « Je ne l'ai pas fait pour toi, bien que ses remarques manquaient de passion, la terre a besoin de cet accord. » Ses yeux dorés le scrutèrent. Cette nuit-là, seul dans ses appartements, Jérémie était tiraillé entre la colère face à sa manipulation potentielle et l'empathie pour sa situation vulnérable, des sentiments en périlleux désaccord avec son objectif de sauver la Terre. L'attaque s'est produite de manière inattendue.
Jérémie examinait des documents de traité lorsque la porte de sa chambre fut violemment poussée par une rafale de vent. Corvax se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux enflammés d'animosité. « La prophétie meurt avec toi, humain, grogna-t-il, lançant une lame d'air comprimée vers la gorge de Jérémie. Jérémie plongea instinctivement sur le côté, son entraînement militaire prenant le dessus, alors que la lame d'air tranchait le bureau où il était assis quelques instants plus tôt. « Quoi que vous croyiez que je sois, cria Jérémie en roulant derrière une cloison, me tuer ne renforcera pas votre position. Ta mort démontrera que tu n'es pas celui de la prophétie. » Corvax rétorqua, avançant de manière menaçante, « Personne ne remettra en question mon ascension. » Une autre attaque oblitéra la cloison. Jérémie saisit un fragment de métal, conscient qu'il offrait une protection négligeable contre les pouvoirs de Corvax. La porte explosa à l'arrivée de Rhynnia, ses ailes déployées en signe de préparation au combat. « Rends-toi, Corvax. »« Trop tard, commandant, rétorqua-t-il avec un ricanement. Le Conseil est déjà au courant de votre fixation sur cet humain. Quand il périra dans un